Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'UMP vient de publier les résultats d'un audit sur les finances du Conseil général. L'enquête vise l'exercice 2007-2010, période où la gauche est arrivée aux affaires. Le rapport est accablant. Le Val d'Oise obtient les plus mauvais résultats des départements d'Île-de-France. Principale raison, des dépenses supérieures aux recettes. Et pour couronner le tout, la gauche aurait dissimulé des comptes. Christophe Aubry. La situation économique du Val d'Oise est préoccupante. C'est Arnaud Bazin qui l'affirme. Le président UMP du Conseil général vient de dévoiler un audit sur les finances du département entre 2007 et 2010. En 3 ans, la dette est passée de 570 millions à 910 millions d'euros. Une période où la gauche était en charge de la collectivité et l'enquête ne s'arrête pas là. La droite met en évidence d'autres dysfonctionnements. Le compte administratif 2010, c'est-à-dire l'État qui retrace toutes les dépenses du Conseil général pour l'année 2010, n'a pas pris en compte toutes les dépenses qui auraient dû y être rattachées. Ça ne pouvait être fait qu'au plus tard fin février, donc dans la mandature précédente, sous la majorité précédente, et cela n'a pas été fait. Donc un certain nombre de dépenses de 2010 vont être, dans le cadre d'une opération vérité, imputées sur le budget 2011. C'est une somme de 30 millions d'euros qu'il manquerait dans les comptes de 2010. Faux, répond Didier Arnal. Le chef de l'opposition socialiste parle de baratin orchestré par la droite. C'est vrai qu'il y a entre le vote d'un budget et l'exécution de ce budget, il y a parfois des éléments qui bougent. Ça c'est vrai, mais c'est pris en compte à la fois par le comptable public et par la collectivité locale. Donc le compte administratif, il est sincère et reconnu comme tel par l'autorité publique. Donc le reste... baratin. La majorité UMP cherche d'ores et déjà à renflouer les caisses depuis son arrivée en mars dernier. Cette année, elle prévoit notamment 30 millions d'euros d'économies sur le fonctionnement et compte sur 30 millions supplémentaires grâce à l'augmentation de la taxe foncière, une hausse de 22%. Rififié à droite pour les sénatoriales. Mardi, Francis Delattre annonçait l'investiture par l'UMP de sa liste contre celle menée par le sénateur sortant Hugues Portelli. Hier, ce dernier présentait sa liste unie pour nos territoires, des candidats de sensibilités politiques diverses, radicaux, non inscrits et bien sûr UMP. Le reportage de Brice Martinelli. Arnaud Bazin, président du Conseil général, Jacqueline Eustache-Brignot, maire de Saint-Gratien, et Hugues Portelli, sénateur sortant. Voici les 3 premiers visages de la liste UMP conduite par le maire d'Ermont pour les élections sénatoriales. Des sourires affichés pour la photo. Mais depuis l'annonce en début de semaine de l'investiture par l'UMP de la liste concurrente menée par Francis Delattre, quelques dents grincent chez le chef de file. C'est dommage pour l'UMP, parce qu'un parti politique qui n'est pas capable d'avoir un minimum d'unité dans sa façon de présenter des candidats pose un vrai problème d'identité. Mais je pense que c'est la question que j'ai posée à Jean-François Copé, pas plus tard qu'aujourd'hui, en lui disant que s'il veut avoir une machine politique électorale qui marche, pas simplement pour les sénatoriales, mais même l'an prochain, il aura intérêt à améliorer le fonctionnement de son dispositif. Malgré les fortes attaques de la liste UMP parallèle, le mot d'ordre est donné aux colistiers, ne pas céder à la polémique. Le parti présidentiel qui organise la division dans ses rangs pourrait priver l'objectif fixé par Hugues Portelli d'obtenir 3 sièges en septembre prochain. Pas de quoi pour autant décourager la numéro 2. Je suis quelqu'un qui regarde toujours devant. Devant, c'est apporter 3 sénateurs aux côtés de Gérard Larcher et nous allons essayer d'obtenir 3 sénateurs sur cette belle liste. Donc pas de machine à perdre qui est lancée par l'UMP ? On peut regretter, sincèrement. Je pense que c'est pas vraiment la plus belle image que nous pouvons effectivement proposer aux élus. Qualifié de liste diverse et unie par Arnaud Bazin, ce dernier a rappelé que la victoire de la droite au cantonal s'était faite dans l'unité. Depuis 3 jours, un comité de soutien a été lancé. Une trentaine de membres ont déjà affiché leurs préférences pour la liste conduite par Hugues Portelli. Politique toujours avec le PS qui lui prépare une autre élection, celle des primaires pour désigner le candidat à la présidentielle de 2012. Ce jeudi, la Fédération socialiste du Val d'Oise a présenté les grandes lignes de ce scrutin à 2 tours qui se déroulera les 9 et 16 octobre prochains. Une façon de dégonfler la polémique lancée par l'UMP sur le fichage politique des électeurs. Plus d'explications avec Yohann Bensoussan.
Un vote confidentiel dans le secret de l'isoloir. Carte d'identité et d'électeurs à la main, les 9 et 16 octobre prochains, les sympathisants socialistes devront choisir leur candidat pour la présidentielle. Dans chacun des bureaux de vote, un président et 4 assesseurs seront présents. Hormis la participation de 1 €, rien ne devrait différencier ce scrutin d'une élection classique. Objectif avoué pour le Parti socialiste, lancer la dynamique pour 2012. Faire en sorte que les gens qui ne s'intéressaient plus à la politique puissent réintéresser, on parle autour de moi les électeurs de gauche, ceux qui sont d'opinion de gauche, puissent s'intéresser de nouveau à la politique et à l'élection présidentielle. 6 bureaux de vote à Sarcelles, 7 rien que pour Cergy. Au total sur le Val d'Oise, 132 bureaux seront réquisitionnés pour les primaires. De quoi couvrir l'ensemble du département. Soutien affiché de Martine Aubry pour ces élections internes au PS, Dominique Lefebvre s'attend à une forte mobilisation. Nous aurons au moins 1,5 million, si ce n'est pas 2 millions de participants. J'ai fait le calcul pour Cergy, avec 7 bureaux de vote sur 5 sites différents. Pour atteindre 1,5 million d'électeurs en France, il faudrait qu'on en fasse 800 à Cergy, sur 7 bureaux de vote. C'est assez probable qu'on en fera beaucoup plus. Donc cette primaire va être une grande consultation populaire. C'est pour ça que l'UMP l'attaque autant. Au-delà de la polémique lancée par l'UMP sur le fichage politique, dans le Val d'Oise, certains maires de droite rechignent à prêter gratuitement leurs locaux pour cette élection. C'est le cas d'Anguin, Garges-les-Gonesse ou encore Arnouville. Je considère que c'est une affaire privée. Le PS a fait un choix, à lui de l'assumer. Moi, en tant que maire d'opposition, je ne vois pas pourquoi je prêterais des salles. Il y a suffisamment de villes de gauche dans mon secteur pour accueillir les gens d'Arnouville. C'est toujours ce que j'ai considéré. Si officiellement la campagne de communication des primaires ne débutera qu'en septembre prochain, dans le Val d'Oise, les soutiens de Martine Aubry et François Hollande n'ont pas attendu pour annoncer leur choix. Le président de la Fédération valdoisienne a lui demandé aux socialistes de faire campagne pour les primaires et non pour un candidat. Une idée de sortie pour terminer, le musée Arkea à Louvre propose un retour au Moyen-Âge et ses habitudes alimentaires avec l'exposition Ripaille et Rogaton, mangés au Moyen-Âge en Pays de France. Elle est à découvrir jusqu'au 4 mars 2012. Christophe Aubry. Dans cette exposition, on a effectivement essayé de présenter les objets, de les remettre en contexte grâce à des scènes de reconstitution qui permettent d'évoquer comment pouvaient vivre, comment pouvaient manger non seulement les paysans, mais aussi le bourgeois local, le seigneur local. La différence entre la consommation des plus riches et la consommation des paysans porte plus sur la qualité et la quantité des aliments plutôt que sur leur nature. C'est-à-dire que le paysan va manger des céréales, principalement des céréales du seigle, plus que du froment, et des légumes dans son jardin. Le noble, lui, va manger tout type de céréales avec des préparations variées, des légumes, des fruits, du poisson, de la viande. Ici, cette vitrine qui symbolise le dressoir, c'est-à-dire le meuble qui permet de présenter la plus belle vaisselle du Seigneur et qui montre ainsi d'une part sa richesse, mais aussi la marque d'attention qu'il porte à l'hôte qu'il reçoit. La paysanne va plutôt avoir dans sa cuisine une petite marmite pour faire bouillir quelque chose, un potage, ce qui est cuit dans un pot, qui va être posé sur un foyer sur le sol. En revanche, la cuisinière dans une maison plus bourgeoise va avoir tout un éventail d'ustensiles à son service, des marmites, des coquemards, des tripodes, des crémaillères, des lèche-frites, des poêles, des poêlons, des réchauds. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.